Bruno Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier, par WhatsApp, par téléphone, quand vous êtes loin. On fait 1 heure de coaching, 15 jours de suivi. Vous avez sous ces vidéos des commentaires, vous l'utilisez pour mettre vos témoignages, pour discuter entre vous, pour si vous avez votre conjoint qui est en crise, si vous avez des problèmes de boulot, si vous avez des difficultés, parlez-en entre vous. Généralement, si vous suivez cette chaîne, vous aurez des bons conseils à donner. Et bien sûr, je participe à ces données-là. Et puis, quand vous avez fait votre coaching, vous avez droit à 2 semaines pour pouvoir m'écrire en privé sur mon WhatsApp par exemple, et je vous réponds pendant 2 semaines. Donc c'est pour ça que les coachings fonctionnent bien, parce que il y a le suivi en plus de ce que je vous explique pendant les coachings. Alors aujourd'hui, on va reparler de pourquoi je me sens mal dans mon couple, pourquoi finalement mon couple va mal, et de tous les interdits que j'ai pu faire, puisque certains de mes clients qui sont en souffrance, sont dans une rumination et parlent en permanence, me disent: est-ce que mon conjoint est bien dans une crise existentielle? J'ai des doutes, je ne sais plus. Alors je vais vous donner quelques critères qui vont faire que quelles sont les contraintes qui font que les critères qui font que on peut déterminer que nous on est en crise existentielle ou que votre conjoint est en crise existentielle. Et je vais surtout vous dire quelles sont les erreurs que vous faites à ce moment-là, et vous allez certainement vous reconnaître. Alors quand on a une crise existentielle, un des critères, il y en a plusieurs, mais on n'est pas obligé de tous les avoir bien évidemment: la perte d'envie, de motivation, j'en ai mis quelques-uns, et la fatigue omniprésente. On ne s'en rend pas compte, votre conjoint est crevé, alors il nous dit que c'est lié au travail, que c'est lié aux enfants, qu'on ne l'aide pas assez, qu'on est fatigué, et donc on va faire des choses à la maison, par exemple, on va aider encore plus. Et là, on va s'apercevoir que ça ne sert à rien, puisque la fatigue ne vient pas de là. Donc la personne va petit à petit croire que ça ne vient pas du fait que je suis fatigué parce que mon conjoint ne fait rien à la maison, mais que ça vient de mon conjoint. Et donc le conjoint va dire: mais tu regardes tout ce que je fais pour toi, et puis toi tu es toujours fatigué, et puis on ne fait jamais rien. Et donc vous voyez, c'est et c'est les reproches. Et c'est là que commence la crise de couple. C'est la crise existentielle, n'a rien à voir au départ avec la crise de couple. Mais comme celui qui n'est pas en crise ne comprend pas, fait des erreurs, et ça devient une crise de couple. Pendant la crise existentielle, qui est faite pour passer d'un état de jeune adulte, par exemple, à adulte mature, ou d'enfant à jeune adulte, on a besoin de liberté, de changement. Vous voyez, la crise ado, on a besoin de ça, et dans la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la trentaine aussi. Donc besoin de liberté, de changement. Donc on ne supporte plus d'être contrôlé, entre guillemets, encore moins que d'habitude. Et là, que fait le conjoint par erreur? Il va dire: où tu vas, pourquoi tu rentres à cette heure-ci, et tu sors avec tes copains, avec tes copines, etc. Donc la personne croit qu'effectivement le problème ne vient pas de sa crise existentielle à travailler sur lui, mais de son conjoint qui essaye de limiter la liberté de changement. Donc la personne va se sentir prisonnière dans sa vie, prisonnière dans son couple, et puis le conjoint fait toutes les erreurs qu'il faut pour essayer de contrôler l'autre, à dire à quelle heure tu vas rentrer, et tu m'avais dit que tu rentrais à 23h et c'est 24h, et donc on dit: ça y est, ma crise vient de l'autre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire effectivement? C'est permettre à l'autre, tout en échangeant, de voir qu'il a une certaine liberté, mais que c'est pas ça qui le fait souffrir. La personne en a ras-le-bol de courir sans savoir après, donc manque de sens dans sa vie, donc l'impression de toujours courir. Alors les enfants, je suis qu'un mari, je suis qu'une mère, le ménage, ramener l'argent à la maison, etc. Donc on a toujours un certain ras-le-bol de courir, on a l'impression qu'on court tout le temps. Alors qu'on ne court pas du tout plus qu'avant, ou c'est la vie actuelle qui est comme ça, mais on pense que tout d'un coup on court beaucoup, et donc c'est un des signes qu'on est en crise existentielle. Donc du coup, comme on se sent contraint, manque de liberté, et qu'on court toujours, on a envie de partir. Et là, c'est pas qu'on est mal dans le couple, mais on a cette envie-là, et là, ça va créer des problèmes dans le couple. L'autre se sent en danger, fait la morale, et la plupart de mes clients, avant de me connaître, font l'erreur de dire: écoute, si tu veux partir, c'est peut-être mieux de prendre un appartement. Si la personne consulte un thérapeute, va dire: oui, il faut mettre de la distance, faites un break, etc. Donc toutes ces bêtises qui n'ont rien à voir avec une crise de couple, mais qui sont simplement une crise existentielle. Et donc on fait tous ces erreurs, et si on est accompagné par des professionnels qui vont faire les erreurs, on les paye après longtemps.
Donc on a l'impression de ne pas être compris, hein, donc effectivement, et on n'est pas compris parce que quand on ne se sent pas bien, on nous fait des reproches, hein, pourquoi tu veux sortir, pourquoi tu veux partir, etc. Donc on se sent seul et incompris ou incomprise. Donc pendant une période aussi, on est désintéressé de tout, hein, on n'a pas le moral, donc rien ne nous intéresse, parfois même les enfants ne font plus rire, le conjoint non plus, donc on est désintéressé et le conjoint qui va faire des reproches va entraîner le fait que la personne va croire qu'effectivement elle est désintéressée par son conjoint alors que c'est un désintérêt lié à la crise existentielle parce que le conjoint va mettre une pression. Donc là, il y a bien sûr la solution, les bons coaching, hein, même après coup, ce sont des solutions tout à fait très précises et particulières qui permettent de récupérer ensuite la situation, ou en tout cas de ne pas faire des erreurs. Si vous m'appelez assez tôt, dès le début de la crise de couple, liée souvent à une crise existentielle, hein, sauf si effectivement on est en sortie de crise lune de miel, on s'aperçoit que l'autre n'est pas fait pour nous quand la partie discernement se reconnecte. Donc là, on peut essayer de manipuler l'autre ou de changer pour correspondre aux besoins de l'autre, ça ne marche pas forcément très longtemps, mais lorsqu'on est en couple depuis longtemps, on sait comment fonctionne l'autre, donc c'est pas un problème de discernement, c'est juste pour 95% des cas qu'on traverse une crise difficile dans sa vie, et ces crises sont tout à fait normales. Donc comme ensuite on a un désintéressement progressif et qu'on a une salve de reproches, d'ailleurs à la maison, mais parfois aussi au boulot, etc., on devient irritable. Et l'autre nous reproche encore d'être irritable. On est en haut, on est en bas, on est top, on est down. Quand on est down, l'autre essaye de nous raisonner et on traverse une crise totalement difficile. On pense que ça vient du couple. Très souvent aussi, je vois dans les couples que j'accompagne que la personne qui est en crise va se passionner pour quelque chose de façon excessive, un jeu vidéo, la salle de sport, aller courir, danser, enfin des trucs qui n'existaient pas auparavant, qui deviennent tout à fait fondamentales dans sa vie, qui finiront peut-être par diminuer, mais en tout cas qui arrivent et qui prennent une place très importante. Souvent quand on est en crise, on se perd dans des choses inutiles et le conjoint essaye de moraliser en disant non mais c'est n'importe quoi, t'as oublié de mettre d'essence dans la voiture, t'as oublié de fermer la porte, etc. Donc c'est des reproches, donc on se sent, si on revient dessus, incompris, fliqué, etc. Et du coup, tout ça va faire qu'on perd de la confiance en nous et que l'on va se retourner vers l'extérieur. On va avoir toujours un demi-homme, une demi-femme, comme je dis, qui va profiter de la situation. Il y a quelqu'un qui est en difficulté et je vais en profiter pour le pécho, entre guillemets, pour lui dire un peu ce que j'entends et ce qu'il a envie d'entendre. Et l'autre va rentrer dans une demi-miel, va pas voir le discernement, va dire non, mais c'est pas du tout une relation de pansement, c'est pas du tout parce que je suis en crise, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, il m'écrit des trucs, effectivement, quelques semaines après, ça explose, bien évidemment, comme toujours, mais quand on est en crise, on ne le voit pas. Donc vous voyez tous les mécanismes de cette crise existentielle qui font que cette crise existentielle va se transformer en crise de couple ensuite par les erreurs du conjoint. Si vous avez la chance de m'appeler assez tôt, je vous expliquerai comment on fait pendant que son conjoint vit sa crise pour qu'elle passe rapidement, que ça ne se transforme pas en crise de couple. Et si vous avez fait les erreurs, que ça s'est transformé en crise de couple, comment rétro-pédaler, comment revenir en arrière pour que la crise de couple se diminue et que finalement il ne reste plus que la crise existentielle et que la crise existentielle c'est la personne qui va la passer avec du temps. Si elle a déjà entamé une relation adultère, il va falloir qu'elle se termine, etc. Mais pendant le coaching, on voit les choses précises en fonction de votre situation qui vous permet de diminuer la crise de couple et qu'elle ne se confonde plus à cette crise existentielle. Voilà, donc en attendant, vous avez dessous là les commentaires, vous mettez vos témoignages, vous répondez, vous fortifiez le moral, vous fortifiez le mental entre vous pour attendre que la crise existentielle de votre conjoint passe et que la crise de couple ne soit pas associée, ça c'est très important. Si vous avez des questions, vous les mettez aussi dessous, j'y réponds bien évidemment et je participe à vos discussions. Si vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air pour que la plateforme YouTube ou autre la propose à d'autres personnes. Plus il y a de pouces en l'air, plus c'est proposé. Et donc plus c'est proposé, plus de personnes qui sont en souffrance auront une chance de tomber sur cette vidéo, peut-être de moins souffrir. Donc c'est votre côté généreux, vous allez pouvoir aider des personnes sans les connaître. Vous pouvez bien sûr partager ces vidéos à des personnes qui sont en souffrance, ça se fait aussi. Et vous abonner à cette chaîne pour recevoir des posts tous les jours qui sont réservés à mes abonnés. Voilà, c'était Bruno Marchal. Et Bruno Marchal, Bruno Marchal, il vous dit, j'adore, il vous dit à très bientôt.